Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel, qui est développeur chez Shopify, qui a longtemps bossé en freelance et qui est devenu un petit peu une référence en quelque sorte dans son domaine, avec plus de 8000 abonnés sur Twitter. On va parler de plein de sujets hyper intéressants, comme par exemple comment trouver ses premiers clients en freelance, comment utiliser la création de contenu pour avoir plus de crédibilité auprès du client, ou encore comment gérer le stress de ne pas trouver de prochaines missions. Cette vidéo a été faite en collaboration avec Talent.io, avec qui on a écrit un article sur le sujet de la transition du salariat au freelancing dans le monde de la tech, donc surtout en tant que développeur. Cet article et plein d'autres, vous pouvez les retrouver en rejoignant le Talent Club ou dans leur newsletter, qui vont vous apprendre plein de choses sur la gestion de votre carrière tech, comme comment négocier son salaire, comment devenir VP, comment faire carrière en tant que contributeur individuel et plein d'autres sujets hyper intéressants. Et en rejoignant le Talent Club, vous pourrez aussi poser toutes vos questions carrière anonymement à leur communauté de plus de 70 000 membres pour obtenir les meilleurs conseils possibles. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, le lien est dans la description. Et en attendant, prenez-vous un petit café ou un petit truc à boire, posez-vous tranquillement, mettez éventuellement cette vidéo en arrière-plan et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre plein de choses. Samuel, merci d'arriver sur ce premier épisode de podcast. L'idée, comme je te disais en introduction, c'est qu'on échange un petit peu sur toi, qui tu es, et surtout sur la thématique du freelancing, de comment faire la transition entre un job, on va dire, dans une boîte assez classique, à ce monde un petit peu plus, on va dire, moins connu, qui fait un petit peu plus peur, le monde du freelancing. Donc l'idée, c'est qu'on échange sur ce sujet. Ce que je te propose, avant de commencer, c'est de te présenter rapidement en quelques mots, et puis après, on pourra approfondir. Ok, très bien. Déjà, merci de m'avoir, c'est sympa. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Alors, en quelques mots, donc, je suis développeur depuis une dizaine d'années. Alors, je sais pas trop du coup quel niveau de détail donner, mais là, je suis développeur en CDI pour Shopify, qui est une boîte canadienne en full remote. Et avant ça, j'ai été freelance, donc dev freelance pendant 5 ans. Et avant ça, j'ai travaillé en tant qu'employé pour différentes boîtes françaises quelques années. Donc voilà, je suis basé à Lyon, j'ai 4 enfants. Et voilà, je sais pas trop quoi rajouter. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Ouais, carrément. On va rebondir de toute façon sur tout ça. C'est déjà une bonne introduction. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études, c'est-à-dire de revenir un petit peu au commencement, comment t'es tombé dans le monde de l'informatique? Est-ce que ça t'est venu via l'école ou est-ce que t'as fait des études qui n'avaient rien à voir? Alors, je connais un petit peu la réponse, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des études et de comment t'es rentré dans ce monde du code? Ok, donc du coup, de mon côté, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, donc l'INSA Lyon, et j'ai fait la prépa intégrée de 2 ans. Et à la fin des 2 ans, on a le choix parmi une dizaine de départements, donc vraiment, on a quasiment toutes les disciplines d'ingénieurs. Et pendant la prépa, donc il y a 2 choses qui m'ont dirigé vers l'informatique. Déjà, on avait des cours d'intro et j'adorais ça. Je trouvais ça hyper concret, ce côté un peu créatif où on peut vraiment créer avec juste un ordi, on va dire créer de la valeur intéressante pour d'autres personnes. Et deuxièmement, en fait, je voyais d'un point de vue du marché que l'informatique était vraiment en train d'exploser. Donc je pensais en termes d'opportunités de croissance de carrière, de flexibilité et autres, ça allait pouvoir être l'idéal pour moi. Donc j'ai choisi le département informatique. Et donc du coup, j'avais 3 ans donc de cycle ingénieur informatique. Sauf qu'en fait, dans pas mal d'écoles d'ingénieurs en France, surtout à l'époque, il y avait ce côté où un vrai ingénieur informatique, c'est quelqu'un qui est chef de projet, manager, directeur ou autre, enfin consultant, directeur ou autre. Par contre, la partie développeur, codeur, c'était un peu vu de manière péjorative. C'était un peu piste du code, passe par la technique pendant 2-3 ans et ensuite tu pourras faire les vrais postes intéressants. Du coup, j'étais un peu abreuvé par ce discours. Donc, dans ma carrière, quand j'ai commencé en tant qu'employé au départ, j'ai très vite voulu être manager, gravir les rangs un peu à ce niveau-là. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir des postes de management, le côté technique, le côté dev a commencé un peu à me manquer. En fait, je me disais, tout ce que je fais en tant que manager, quelqu'un qui a fait une école de commerce pourrait le faire à ma place. Donc toute la partie ingénieur qui me plaisait, la partie résolution de problèmes, la partie un peu mathématique, ça me manquait. Et puis il y a eu un autre développement qui s'est fait, c'est qu'en fait j'ai commencé à avoir des enfants en bas âge et le côté entreprise en présentiel. Donc à l'époque le côté remote se faisait assez peu. Je me suis dit tiens, si je peux passer dans des postes plus techniques de dev, il va y avoir plus d'opportunités pour faire du télétravail. Donc là, en tant que salarié dans un poste un peu managérial, j'ai commencé à me former sur mon temps libre pour vraiment me remettre au dev. Parce qu'en gros, en école d'ingénieur, vu que j'avais cette vision de devenir manager, directeur ou autre, la partie tech, j'ai vraiment fait le minimum. J'ai vraiment fait le minimum pour valider les cours et les matières. Par contre, je n'étais pas du tout intéressé pour moi-même. Alors que là,
sur mon temps libre, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, mais vraiment de manière comme si c'était vraiment pour moi, pour comprendre, pour aller au fond des choses. Donc avec pas mal de formations en ligne, des bouquins et autres. Et donc j'ai pu passer les tests internes dans ma boîte pour devenir développeur. Donc c'était une boîte qui s'appelle Esker, donc c'est une entreprise intermédiaire à Lyon qui fait pas mal d'international. Et c'est un produit qui se vend en SaaS pour tout ce qui est dématérialisation de documents financiers interentreprises. Donc j'ai rejoint la R&D donc chez Esker. Et après 1 an, en fait, il y a mon 3e fils qui est arrivé, enfin mon 3e enfant. Et là, je me suis dit, le côté présentiel, ça va être trop compliqué. Ma femme était interne en médecine. Donc, je leur ai demandé de passer en télétravail. Et là, ils m'ont dit, non, c'est mort. Si on te dit oui à toi, faut qu'on dise oui à tout le monde. Voilà, c'est un peu une règle RH que je comprends en termes d'équité. Et là, ils m'ont dit, écoute, on n'a pas envie que tu partes. Parce que moi, je leur ai dit, soit je passe en télétravail, soit je pars. Ils m'ont dit, ouais, mais en même temps, t'as pas mal de connaissances, t'as pas mal de maîtrise de nos sujets. Donc, si tu veux, tu peux passer à ton compte. Et là, en fait, on peut te mettre en télétravail parce que du coup, t'es un prestataire et là, on fait ce qu'on veut. Et il n'y a plus de règles d'équité RH. T'es juste un prestataire. Donc, j'ai accepté. Et là, du coup, j'ai commencé en tant que freelance pour Esker. Et je suis resté 3 ans finalement dans ce poste. Et donc, c'est ce qui m'a permis du coup de découvrir le télétravail aussi quasiment à temps plein. Ok. Trop bien. Et du coup, oui, effectivement, c'est comme ça que tu t'es lancé en freelance. Est-ce que pour toi, tu t'y pensais déjà un petit peu à ce mode de vie freelance? Alors, tu nous as parlé effectivement que le télétravail, pour toi, ça devenait quelque chose de plus en plus important. Est-ce que tu avais déjà sondé à te lancer à ton compte ou ça t'est un petit peu tombé comme ça dessus parce qu'ils t'ont dit, ok, on veut te garder, mais le fait de te lancer à ton compte, c'est une solution pour te garder sans proposer le télétravail à toute la boîte? Alors, s'il m'avait dit oui, pour que je reste en tant que salarié en télétravail, je pense que je serais resté et j'aurais même pas considéré le freelancing. Sauf qu'en fait, pendant la période où je me formais au développement en étant salarié un peu dans le poste de manager, j'avais fait un hackathon et j'avais rencontré plusieurs personnes qui étaient freelance et qui m'avaient pas mal motivé dans cette voie. Je pense notamment à Emilien Pécoul, qui est un peu un coach en freelancing et qui a créé une boîte qui s'appelle Super Indep, qui encourage pas mal de gens qui sont dans tout ce qui est auto-entreprise. Et du coup, il nous disait qu'en fait, en tant que freelance, il y avait beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité, et aussi, il me disait, une meilleure rémunération. Mais moi, à l'époque, je voulais surtout être en télétravail et être tranquille pour ma famille. Donc non, ça m'est tombé dessus et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, une fois que j'ai découvert le statut de freelance, en fait, ça m'a vraiment convenu. Et effectivement, il y a plein d'avantages que j'avais pas en tant que salarié, qui étaient assez royaux pour moi. Enfin, le côté alors en fait, principalement, il y avait le côté, déjà, la partie télétravail. Bon, à l'époque, la partie télétravail se faisait assez peu en tant que salarié. Donc c'était il y a 5 ans, c'était avant le Covid. Et en fait, pour qu'une boîte classique te laisse en full télétravail, ça se faisait. Enfin, il y avait très peu de boîtes qui le faisaient, et puis les boîtes qui le faisaient, il fallait pas mal le négocier pour l'avoir. Alors qu'en tant que freelance, je trouve que ça se faisait déjà un peu plus. Donc il y avait ça. Ensuite, le côté flexibilité en termes d'horaire de travail, que je m'organise un peu comme je veux. Si j'ai pas trop de temps en journée, je peux rattraper le soir. Enfin, il y avait ce côté vraiment hyper flexible avec des enfants. Et troisièmement, ça au départ, je m'en rendais pas compte, mais très vite en termes de rémunération, j'ai commencé à gagner, mais bien plus que ce que je gagnais en tant que salarié. Donc clairement, même si ça m'est tombé dessus, en fait, c'était c'était vraiment ce qu'il me fallait niveau carrière. Ouais, carrément. Ok, ça tombe bien parce que c'était un petit peu la prochaine question que j'allais te poser. Quels étaient, selon toi, à l'époque, au moment où tu t'es lancé, où t'as pas vraiment fait ce choix de carrière, mais on te l'a proposé et c'est quelque chose que t'as très rapidement accepté parce que tu voyais les avantages. Ouais. Donc là, tu nous as parlé notamment d'avantages en termes de télétravail, de flexibilité et de rémunération. Donc, ce sont à l'époque où tu t'es lancé, les 3 avantages que tu voyais dans ce mode de travail de freelance? Ouais. Okay. Oui, c'est les avantages principaux. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que ça fait déjà plusieurs années que tu t'es lancé en freelance, est-ce que tu vois toujours ces mêmes avantages ou est-ce qu'il y en a peut-être 1, 2 ou plusieurs parmi ces 3 avantages que tu voyais initialement qui en fait ne le sont pas réellement parce que tu t'es peut-être rendu compte que la flexibilité, ok, c'était bien, mais il y avait peut-être comment on appelle ça, un inconvénient, c'est le mot que je cherchais à ça. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, maintenant avec le recul, tu dirais toujours que ce sont les 3 points positifs, les 3 avantages au mode de vie de freelance qui te fait kiffer ce mode de vie? Alors la partie télétravail finalement, non aujourd'hui parce qu'en fait là aujourd'hui je suis salarié mais en télétravail.
Donc en fait, c'est plus vraiment un avantage du freelancing. Pareil, le côté flexibilité, en fait, vu que je suis en télétravail en tant que salarié, ben aujourd'hui je suis hyper flexible. D'autant plus que mon employeur est canadien, donc en fait, j'ai pas mal de collègues qui sont en Amérique du Nord, donc en fait, je peux m'arranger un peu comme je veux. J'ai des collègues en Europe, des collègues en Amérique du Nord, des collègues en Asie, donc en fait, je peux bosser un peu quand je veux. Donc finalement, cette partie-là, pareil, n'est plus trop un avantage lié au freelancing. Un gros avantage que j'avais en tant que freelance, c'était le côté vacances. En fait, je pouvais poser autant de congés que je voulais, parce que finalement, quand je travaille, je facture. Quand je travaille pas, je facture pas. Donc en fait, il y a vraiment aucune limite. Et puis il y a même pas vraiment à négocier, à poser des jours. C'est juste on voit ça avec le client et on se dit voilà, je suis pas dispo de telle date à telle date. Est-ce que c'est bon par rapport au projet? Ok. Et voilà. Donc finalement pas mal des avantages que j'ai vus dans le freelancing, sont pas forcément liés au freelancing. Selon l'employeur que tu as. Après, ça dépend bien sûr de l'employeur. Il y a pas mal d'employeurs en France qui, même quand tu es en télétravail, te demandent d'avoir des horaires assez fixes, avec finalement un nombre de congés qui est finalement conventionnel comme une boîte en CDI classique. Du coup, je pense qu'il faut vraiment faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est lié au freelancing et ce qui est lié au freelancing versus le salariat et ce qui est finalement pas lié. Donc, et puis la partie finalement rémunération. Je pense que à poste équivalent aujourd'hui en France, je suis convaincu qu'un freelance gagne beaucoup plus. Donc si je m'étais arrêté au marché français, je pense que j'aurais voulu continuer en tant que freelance jusqu'à la fin de ma carrière. Parce qu'en gros, clairement, quand j'ai arrêté d'être freelance pour retourner chez Shopify, je gagnais facilement 4 fois ce que je gagnais en tant que salarié avant. Donc clairement, c'était juste en termes de qualité de vie, c'était juste incommensurable. Donc voilà. Et est-ce que tu dirais que ton expérience de freelance, qui a quand même duré plusieurs années, a joué dans le poste que tu as en tant que salarié aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que sans cette expérience-là, ça aurait été plus compliqué d'être dans une position dans laquelle tu es actuellement? Difficile à dire, mais je pense que finalement, si j'avais, en gros, je suis resté 3 ans chez Esker en tant que freelance. Ensuite, j'ai fait une mission d'1 an dans une boîte, du coup parisienne, mais avec la DSI à Lyon. Donc c'est ADN qui est une entreprise dans tout ce qui est assurance. J'ai bossé 1 an pour eux. Et ensuite j'ai bossé 1 an pour EDF. Et finalement que j'ai bossé pour eux en tant que freelance ou en tant que salarié, je pense que ça aurait rien changé pour Shopify. Par contre, c'est vrai que le côté freelance, il y a un côté en fait où tu dois être constamment proactif et prendre ta carrière en main. Te former, par exemple, en tant que freelance, dès que je voyais que je commençais à utiliser une technologie, je me disais tiens, je peux me former là-dessus pour me vendre plus cher à la prochaine mission. Du coup, ça te force un peu à avoir un côté proactif que beaucoup de gens n'ont pas forcément quand ils sont salariés. Mais là encore, c'est pas un trait qui est forcément propre au freelancing. Il y a des gens qui sont salariés et qui gèrent leur carrière de manière proactive. Par contre, moi, en tant que freelance, ça m'a vraiment poussé à me dire voilà, mes compétences sont là finalement sur le marché du travail. Et vu que le marché du freelancing est plus fluide que le marché du salariat, je devais beaucoup plus me dire tiens, qu'est-ce que je dois travailler comme compétences pour mieux me vendre, pour créer plus de valeur pour mes clients. Et je pense que cette posture un peu où on est son propre commercial, où on doit vraiment réfléchir à sa carrière un peu comme un produit en me disant je suis un produit ou un service, ça crée un peu une pensée stratégique qui a pas forcément par défaut chez beaucoup de salariés. Et je pense que ça m'a beaucoup servi en fait. Donc aujourd'hui, en tant que salarié Shopify, il y a un vrai côté où on me demande d'être très autonome, de faire preuve de beaucoup d'initiatives, de vraiment réfléchir à comment je peux naviguer ma carrière chez eux. Il y a pas mal de paliers d'évolution possibles et il y a pas mal de stratégies à avoir pour évoluer. Et en fait, je pense que la manière dont j'ai géré ma carrière en tant que freelance pendant 5 ans, ça m'a aidé à mieux me positionner pour ce que je fais actuellement. Donc j'aurais pu, je pense, avoir le poste que j'ai actuellement tout en ayant été salarié avant, mais dans mon cas particulier, je pense que ça m'a vraiment servi du coup. Ouais, ok, trop bien. Là, t'en as un petit peu parlé de tout ce qui est, on va dire, inconvénient du mode de vie, du mode de travail de freelance, parce qu'on a pas mal parlé des avantages, la flexibilité, la rémunération, etc., etc. T'en as un petit peu parlé, mais pas forcément comme un inconvénient. Tu nous dis, par exemple, que tu es ton propre produit, que tu dois gérer ton propre marketing, ta communication, chose que tu fais pas, ou moins en tout cas dans un cadre un petit peu plus classique du salariat, parce qu'il y a d'autres personnes qui justement gèrent ce côté marketing, vente, etc. Donc t'en as pas forcément parlé comme un défi, on va dire, mais du coup je te pose quand même la question, pour toi quels sont, outre les avantages,
on va dire plus les inconvénients ou les défis plutôt auxquels vont devoir faire face des profils qui veulent transitionner de un job en CDI à un job en freelance. D'accord, là je pense que le défi un peu de tout ce qui est administratif et financier, dans le sens où quand tu es salarié, t'as ton net qui arrive sur ton compte bancaire, et aujourd'hui avec le prélèvement à la source, t'as ton net, donc avec donc finalement l'argent qui arrive sur ton compte, c'est vraiment l'argent que tu peux utiliser pour ta vie. Quand t'es freelance, t'as ton chiffre d'affaires, et en fait il y a énormément de cet argent qui va dans les charges sociales à l'URSSAF, qui va t'as la TVA, etc. Donc en fait t'as aussi ta prévoyance, ta mutuelle. Du coup, en fait, t'es beaucoup plus comme un chef d'entreprise qui doit gérer sa trésorerie et qui doit aussi être interlocuteur direct avec, par exemple, l'URSSAF. Quand t'es salarié, finalement, c'est ton employeur qui gère ça pour toi. Quand t'es à ton compte, faut faire toutes tes déclarations. Mais après, il y a différents statuts. J'ai été en micro-entreprise pendant 2 ans. Et en fait, c'était assez simplifié et facile. Mais malgré tout, il y a quand même différents interlocuteurs à gérer. Et ça, je pense qu'au départ, ça va être un défi. Donc, une fois que c'est clair, une fois que on a pris ça en main, qu'on est habitué à savoir qu'est-ce qui est lié aux impôts, qu'est-ce qui est lié à l'URSSAF, comment est-ce que je dois gérer ma mutuelle, ma prévoyance et tout ça, ma trésorerie. Une fois que tout ça c'est clair et qu'il y a peut-être même des process en place, on a trouvé des outils en ligne ou autres qui nous aident à gérer ça. Finalement, on rentre dans une routine où finalement c'est pas vraiment une grande charge mentale. Par contre, au départ, pour un salarié qui a été habitué à ce qu'on fasse tout pour lui, en fait, ça peut être une sacrée marche. Donc après, bien sûr, il y a de plus en plus de services pour accompagner les freelances dans toutes ces parties-là, pour la partie assurance mutuelle, pour la partie URSSAF, impôts, etc. Mais quand même, faut prendre ça en compte. Il y a des personnes qui aiment bien juste qu'on fasse tout pour elles et être salarié tranquillement. Donc ça, je comprends. Moi, un autre défi que j'ai connu, c'est aussi le fait de dire que quand je travaille, je suis payé, et quand je ne travaille pas, je ne suis pas payé. Mais en fait, dès que tu poses un jour de congé ou une semaine, t'as ce côté où tu peux te faire un peu avoir en disant tiens, je pose cette semaine, ça va me coûter je sais pas 3 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait du coup c'est par exemple on me dit tiens, il y a une sortie scolaire avec ton enfant, faut que tu poses ta journée, tu dis tiens non, ça va me faire je sais pas 700-800 € de moins qu'à gagner, est-ce que et du coup commencer à penser sa vie de manière financière, ça peut aussi avoir des effets pervers. Faut être prêt à ça, et je pense qu'il faut aussi aller au-delà de ça et pas penser comme ça. Et peut-être, il y a plein de stratégies, penser de manière annuelle, lisser sur l'année, etc. Mais moi, il y a eu un moment où c'était dur de me dire, tiens, est-ce que je peux poser des vacances alors qu'en fait, vu que je suis en télétravail, je peux bosser un peu tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Donc ça, ça peut être un défi pour le côté équilibre pro-perso. Et ensuite, troisièmement, il y a peut-être un défi de trouver ses clients. Mais finalement, dans mon cas, j'ai eu la chance pour, je pense, 2 raisons. Premièrement, c'est que j'ai toujours été dans des missions longues. Finalement, je rejoignais des équipes existantes. Et finalement, une fois ces missions trouvées, c'était un peu comme un salarié. Finalement, j'avais pas à me préoccuper au quotidien de faire des devis, de faire de la prospection et tout ça. Et en fait, toutes mes missions, c'est moi qui les ai quittées finalement pour aller à une mission suivante. Mais j'avais aucune mission qui était capée par le temps. C'était à chaque fois des missions à durée indéterminée. Donc j'ai jamais vraiment eu de stress de me dire tiens, ma mission prend fin dans 2 semaines, j'ai pas encore de nouvelle mission, faut que j'en trouve une nouvelle. Donc moi c'était un mode assez particulier où finalement c'était des missions longues qui s'enchaînaient. Et finalement à ce niveau-là, c'était pas très différent qu'un salarié pour moi. Ouais, okay. Ensuite pour la recherche de mission, en fait pour moi chercher un client c'est un peu comme chercher un employeur. Sauf que pas mal de freelances doivent changer de mission plus souvent que les salariés changent d'employeur. Mais dans mon cas, finalement, j'ai eu 3 clients en 5 ans, ce qui est pas énorme. Et au final, quand j'ai dû trouver un nouveau client, c'était un peu comme trouver un nouvel employeur. Et puis, vu que j'ai un peu un réseau sur Twitter, à chaque fois, j'ai partagé ma disponibilité et j'ai trouvé assez rapidement des nouvelles missions sans trop chercher. Donc, j'ai jamais eu à prospecter, faire des devis, rencontrer plein de clients potentiels. Dans mon cas, c'était assez simple et je suis pas forcément sûr que c'est l'expérience classique des freelances. Donc, j'ai pas forcément envie de généraliser mon expérience à tous les freelances, dans le sens où j'avais déjà été dev salarié, j'avais déjà des bonnes références sur mon CV, j'avais fait une bonne école d'ingénieur informatique, ce qui a pas mal facilité les choses pour que des clients potentiels me fassent confiance rapidement. Donc voilà, c'était mon expérience, mais j'ai pas envie non plus de dire que c'est facile pour tout le monde. Ouais, carrément. Non, mais c'est hyper intéressant aussi de voir que c'est possible et c'est assez. C'est un sujet assez intéressant, ce contraste entre des profils qui vont te dire, comme le discours que tu nous tiens aujourd'hui, c'est assez facile entre guillemets de trouver des missions, même si tu mets bien l'accent sur voilà, il faut pas généraliser ce point-là.
et donc le contraste entre ce type de profil et d'autres qui, moi j'en vois assez souvent, qui viennent me parler par exemple sur Instagram ou à travers les contenus que je poste sur Internet, en me disant voilà, je sais pas comment trouver de clients, j'ai fait ça, ça et ça, et pour autant j'ai toujours du mal. Donc c'est hyper intéressant d'essayer de comprendre pourquoi il y a une telle différence. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est dû à un critère particulier qui est que toi t'as bossé chez un tel et pas lui, et du coup ça change tout, ou toi t'as tel diplôme et lui et pas lui et ça change tout. Comment on va parler justement de cette stratégie, on va dire, pour trouver ses premiers clients, parce que c'est quand même l'une des questions qui revient le plus souvent. Donc toi, c'est vrai que ça s'est fait de manière assez naturelle parce que ton client, tu l'avais déjà avant de le chercher au final, puisque c'est une boîte chez qui tu travaillais déjà, qui t'a embauché en tant que freelance. Mais si, avec peut-être ton expérience, avec peut-être les échanges que tu as eus avec d'autres développeurs et développeuses dans la communauté de freelance, si tu devais repartir de zéro, on imagine que tu sois dans une situation où tu sors d'une école, alors celle de laquelle tu es sorti, donc qui, si je me trompe pas, qui est quand même assez une bonne école, mais voilà, c'est ton premier job, tu veux te lancer en freelance. Comment tu ferais pour essayer de trouver tes premières missions? D'accord. Alors déjà, je pense que j'encouragerais quand même les jeunes diplômés à peut-être à faire un peu de salariat au départ. Alors, c'est pas vraiment un conseil noir ou blanc. Je pense qu'on peut commencer en tant que freelance dès la sortie d'école, même si je pense que ça peut être comme utile d'avoir une expérience en tant que salarié. Mais après, je connais des gens qui ont commencé directement en tant que freelance après l'école et qui s'en sortent très bien. Donc, je pense que c'est important de se faire un réseau autant que possible. Donc moi, dans mon cas, l'année où j'ai transitionné pour être développeur et ensuite l'année où j'ai transitionné pour être freelance, je suis allé à beaucoup de meet-up, des meet-up pour de développeurs à Lyon sur plein de différents sujets, que ce soit le meet-up des développeurs JavaScript, le meet-up des software crafters et différentes conférences aussi. Je pense que c'est important de rencontrer d'autres développeurs et notamment des développeurs freelance avec qui on peut partager des opportunités, partager des conseils et même partager du coup des clients potentiels. Après, clairement, je pense que c'est aussi utile d'avoir une présence en ligne. Moi, dans mon cas, j'ai pas forcément eu de blog ou autre, mais par contre, j'ai commencé à être assez actif sur Twitter et finalement, toutes mes opportunités pro sont venues par Twitter. Le fait de régulièrement partager ce que j'apprenais, ce que je vivais. En fait, il y a des clients potentiels qui me voyaient sur Twitter et qui se sont dit tiens, il m'a l'air intéressant, il m'a l'air intelligent, il communique bien et donc c'est assez facile d'avoir un premier contact sur Twitter. Par exemple, pour Aden, qui est donc l'entreprise lyonnaise, leur DSI me suivait sur Twitter et il m'a écrit en disant tiens voilà, j'aurais dit que j'étais ouvert à une mission. Et ils m'ont dit tiens voilà, on te suit, viens nous rencontrer. Donc j'y suis allé, ça s'est bien passé, j'ai été pris et c'était pareil pour la mission chez EDF. Par contre, pour ceux qui n'ont pas forcément on va dire ce réseau physique et en ligne, je pense que les plateformes en ligne peuvent aussi être utiles. Donc moi, dans mon cas, à chaque fois que j'étais dans une mission, je me disais tiens, peut-être pour ma prochaine mission, je vais peut-être m'inscrire sur une plateforme en ligne. Je sais qu'il y en a plusieurs qui existent, comme Talent.io ou d'autres que j'ai vus. Par contre, j'ai jamais finalement eu l'occasion d'en utiliser une. Où il y a aussi, je pense notamment à Malte. Et puis je sais que pour ces plateformes, c'est peut-être au départ, quand on se lance, on est en compétition avec beaucoup d'autres personnes sur le site. On n'a pas forcément de notes, de recommandations ou autres. Donc c'est pas forcément facile de se démarquer. En tout cas, dans mon cas, j'ai jamais eu l'occasion d'aller sur une plateforme de ce type-là, mais je pense que si c'était à refaire et que j'avais pas forcément d'opportunité en bouche à oreille ou sur Twitter, je pense que j'irais m'inscrire sur ce genre de plateforme. Ouais, tout à fait. Ok, mais c'est intéressant cette discussion par rapport à la création de contenu. Au final, en ligne, tu dis que t'as commencé à avoir une certaine présence sur Twitter. Est-ce que c'était directement pour toi une stratégie pour trouver des clients? C'est-à-dire que tu t'es dit, ok, je vais me lancer en freelance. Ça veut dire que même si là aujourd'hui, je me lance demain, mais demain j'ai déjà ma première mission parce que c'est mon ancien employeur qui m'embauche en tant qu'indépendant. Je sais que peut-être dans 6 mois, 12 mois, je vais devoir chercher peut-être un nouveau client parce que ma mission va s'arrêter. Est-ce qu'à partir de là, tu t'es dit, ok, il faut que j'ai une stratégie. Je sais que la stratégie de création de contenu, de présence en ligne, c'en est une qui fonctionne, mais qui prend énormément de temps à porter ses fruits. Et du coup, est-ce que t'as eu cette réflexion et tu t'es dit, ok, on va commencer dès maintenant à avoir une présence en ligne, ou est-ce que tu l'as fait
plus un petit peu comme une passion, un petit peu comme monsieur et madame tout le monde qui posteraient sur Instagram sans forcément savoir où aller, et qu'après ça t'est venu comme ça et tu t'es dit ah tiens, j'avais pas conscience, mais ça aussi c'est quelque chose qui peut m'apporter des clients. Ouais, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Je pense qu'au départ, en tant que freelance, j'avais besoin d'avoir un peu une sorte de communauté de pairs avec qui échanger les bonnes pratiques, que ce soit en termes de code, donc métier, ou les bonnes pratiques en termes de recherche de clients, de gestion de carrière ou autre. Je pense qu'au départ, c'était pas forcément conscient. Je me disais pas, tiens, grâce à Twitter, je vais pouvoir trouver des clients ou autre. Je pense que ça s'est fait progressivement. En fait, pendant mes premières années chez SKR en tant que freelance, je pensais pas trop à la suite. Mais quand même, je pense qu'à force de tweeter, j'ai commencé à créer des liens avec pas mal de personnes dans l'industrie, des décideurs ou autres. Et à force d'avoir des discussions intéressantes avec eux, où finalement, je répondais à leurs tweets, ils commençaient à répondre à mes tweets, finalement, j'ai gagné une sorte de crédibilité auprès de différents décideurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, chez SKR, je suis resté 3 ans en tant que freelance, mais j'avais pas prévu de partir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais bloqué mon été pour bosser pour eux. Enfin, tout mon mois de juillet pour bosser pour eux comme d'hab. Et en fait, arrivé début juillet, ils m'ont dit, en fait, là, avec le Covid, c'est un peu tendu, et donc on va mettre ton contrat en pause pendant l'été. Sauf que moi, j'avais déjà prévu de travailler, donc j'avais du temps qui était dégagé pour ça. Et donc je me suis dit, tiens, voilà, je devais travailler, j'ai pas de mission, donc je vais passer le mois à prospecter, chercher, etc. Et c'est là où finalement, j'ai juste mis une annonce sur Twitter en disant, voilà, je suis actuellement en mission, mais je suis ouvert à une nouvelle mission. Voilà un peu mes compétences et mon histoire. Est-ce qu'il y a des gens intéressés? Et finalement, j'ai eu pas mal de retweets de mes followers, donc ça a pas mal circulé. Et j'ai eu des réponses, notamment de ce DSI à Lyon qui m'a dit, tiens, viens nous voir, on en discute. Et il m'a proposé aussi un meilleur TJ par rapport à ce que j'avais chez SKR, et ça m'a permis aussi d'avoir une nouvelle expérience. Mais du coup, non, c'était pas du tout prévu à la base, mais c'était vraiment au fur et à mesure que je me suis rendu compte que, à force d'avoir des discussions intéressantes avec des personnes qui ont des rôles importants dans l'industrie, ça te crée une crédibilité qui peut ouvrir des portes, clairement. Et ensuite, une fois que j'étais en mission chez Adyen, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à discuter avec des personnes comme je faisais avant, sans forcément d'arrière-pensée. Donc en fait, Squadresser, c'est une petite ESN qui travaillait pour EDF. Leur PDG, en fait, leur PDG CTO, il me suivait sur Twitter depuis un petit moment, et il leur fallait un nouveau développeur pour leur projet. Et c'est lui-même qui m'a écrit sur Twitter en disant, tiens, voilà, on s'écrit parfois, on réagit à nos tweets l'un de l'autre, tu m'as l'air intéressant pour tel projet, est-ce qu'on peut s'appeler? Et donc on s'est appelé, j'ai passé les entretiens, et finalement j'ai eu une opportunité hyper intéressante pour ce projet-là, sans forcément chercher. Donc le simple fait finalement d'être actif sur les réseaux, ça a créé une sorte de, on va dire, sérendipité, où finalement, ça m'a ouvert des opportunités sans forcément chercher. Donc je pense que c'est un des grands avantages de la création de contenu, c'est que ça crée une sorte de, on va dire, une sorte de marketing inbound, où finalement on n'a pas forcément à chercher. C'est que si on crée une sorte de crédibilité en ligne, c'est des clients ou des employeurs qui vont venir nous chercher plutôt que l'inverse. Et là, on est dans une position de plus grande force en termes de négociation, en termes de conditions. Ok. Et tu dirais que le premier fruit, on va dire, de cet arbre que tu étais en train de planter à travers Twitter, le premier fruit, tu as pu le consommer au bout de combien de temps? C'est-à-dire, la première mission, on va dire, le premier client qui, si j'ai bien compris, était celui-ci dont tu viens de nous parler. Il est venu combien de temps après que tu te sois vraiment rendu compte, que tu aies vraiment mis l'accent sur cette stratégie de contenu? Alors, je dirais pas que j'étais vraiment stratégique, dans le sens où même dans ma manière de tweeter, j'ai jamais vraiment réfléchi à comment est-ce que je peux optimiser le reach, optimiser l'engagement. Moi, je pense que j'ai avant tout cherché à avoir des discussions intéressantes, mais vraiment si par exemple je voyais tel développeur connu partager un sujet, je me disais pas, tiens, si je réponds à son tweet et qu'il me répond, on va pouvoir créer du lien. Et du coup, c'était vraiment, tiens, ce sujet m'intéresse, je vais essayer de contribuer en faisant un commentaire intéressant, intelligent. Et s'il me répond, on peut avoir une discussion intéressante. Et c'est juste à force de telles discussions que, finalement, je me suis créé mon réseau. Et je pense que je l'ai fait de manière assez peu intéressée. Et je pense que le fait aussi d'avoir des conversations un peu de manière candide et moins intéressée, c'est peut-être plus propice à créer de la confiance. Après, bien sûr, je connais des personnes qui sont allées sur Twitter et en quelques mois ont eu 10 000 followers et plein d'opportunités parce qu'ils ont vraiment une démarche assez agressive pour gagner des followers, etc. Mais moi, personnellement, moi, j'étais plus dans une démarche d'apprentissage, de croissance, d'échange.
Et pour moi, finalement, le côté réseau, opportunité pro, c'était plus un bénéfice secondaire que l'émulation intellectuelle et le fait d'avoir une communauté avec qui je peux tester mes idées et avoir des débats intéressants. Et d'ailleurs, je pense que les deux personnes qui m'ont contacté, donc Aden et Squad Racer pour EDF, ben, je pense que dans les deux cas, en fait, ils m'ont contacté parce que justement, ils appréciaient ma manière d'échanger et d'interagir sans forcément être en mode pub ou bien je me vends, je me mets en avant. Donc je pense qu'il faut, enfin, après, on peut faire une stratégie où on fait semblant d'être juste là pour créer une communauté et échanger, alors qu'en fait, au fond, ce qu'on cherche, c'est vraiment des opportunités. Mais dans mon cas, j'ai même pas eu à faire semblant finalement. Je pense que j'ai été assez transparent, assez moi-même, et finalement, ça m'a ouvert des portes. Mais je pense qu'on peut aussi avoir une stratégie de manière hyper intentionnelle, avec une vraie stratégie éditoriale ou autre. Et dans mon cas, c'était pas forcément nécessaire. Donc, c'était aussi moins de travail. Dans le sens où être sur Twitter et être un peu soi-même et juste réagir à ce qui nous intéresse, c'est aussi plus intéressant et moins du travail que de planifier ses tweets pour optimiser l'engagement. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant parce que avec cette petite remarque, on comprend aussi que certes, on peut faire de la création de contenu une stratégie pour trouver des clients, mais ça met aussi l'accent sur le fait qu'il faut que ce soit une passion. Je pense que le terme n'est pas trop fort. Il faut vraiment que ce soit une passion. En tout cas, le voir comme un hobby. Et parce que c'est aussi ça qui fait que ça marche, puisque on sait que la création... Alors, je parle de la création de contenu en général parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose que moi j'utilise à travers YouTube. Mais Twitter, ça rentre aussi dans la case création de contenu. C'est quelque chose qui doit aussi se cultiver sur le long terme. Tout à l'heure, je prenais l'analogie d'une graine que tu plantes et des fruits que tu récoltes. En fonction de la graine que tu plantes, ça peut prendre 6 mois ou des fois, ça peut prendre plusieurs années. Donc c'est aussi, c'est pour ça que j'aime bien cette analogie de se dire, voilà, il faut quand même qu'il y ait un certain attrait pour la rédaction, faire des vidéos, écrire, enfin peu importe, ça peut être n'importe quel type de création de contenu, mais c'est vrai que c'est important de rappeler que ça peut être une stratégie, mais il faut avant tout que ce soit fait un petit peu comme une passion, quoi. C'est ça, et puis y voir un intérêt propre pour pas juste être motivé par, on va dire, par la finalité de dire trouver des clients ou trouver des employeurs, trouver des entreprises. Mais de se dire que même si à travers ça on n'a pas forcément d'opportunités qui en découlent, c'était pas forcément du temps perdu. Et du coup finalement on se dit on peut pas vraiment perdre à ce jeu. En fait c'est finalement trouver un moyen de jouer à ce jeu sans pouvoir perdre. Et dire même si j'ai pas de mission qui arrive, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai créé des relations intéressantes et donc quoi qu'il arrive je suis gagnant. Et si en plus de ça je peux avoir des clients, des opportunités, c'est presque la cerise sur le gâteau. Ouais, tout à fait. Et du coup ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que tu penses d'utiliser cette double stratégie entre guillemets, donc qui serait par exemple d'avoir une présence sur les plateformes qui référencent les freelances comme Talent.io par exemple, et en plus de créer du contenu, mais de créer du contenu non pas comme tu dis pour comme objectif premier de trouver des clients, mais plus comme ajouter, on va dire, une ligne à ton CV ou ajouter une case à ton portfolio. Et ce qui va te permettre, par exemple, de remplir sur ces plateformes de freelance, sur ton profil, de dire, voilà, moi j'ai fait telle école, j'ai tel diplôme, j'ai telle expérience professionnelle, et en plus, je crée des vidéos sur YouTube, je suis présent sur Twitter, j'ai une certaine communauté qui consomme mes tweets, qui répondent, qui me suivent et qui m'écoutent. Qu'est-ce que tu penses de cette double stratégie de la présence en ligne et de la présence sur des plateformes de freelance? Je pense que si c'est fait de manière intelligente, je pense que ça peut être extrêmement pertinent. Notamment sur ces plateformes, il y a quand même beaucoup de candidats, de plus en plus, notamment ces dernières années avec le marché de l'IT a pas mal explosé ces dernières années, donc beaucoup de gens ont fait des bootcamps, des formations accélérées pour entrer sur le marché. Donc sur ces plateformes comme Malt ou Talent.io, il y a une grande compétition et donc il faut aussi pouvoir se démarquer, se différencier. Et je pense que les personnes qui créent du contenu de qualité et qui ont réussi à fédérer une communauté, clairement se démarquent. Par exemple, imagine, tu te vends comme développeur React Native sur Talent.io, sur Malt ou autre, et qu'en plus, tu as une chaîne YouTube où tu parles de développement React Native avec plein de followers, des commentaires, et qu'en plus sur Twitter, tu parles de ces sujets-là, et que finalement, tu as une voix pertinente dans la communauté, clairement, tu vas te différencier d'un développeur qui a la même expérience pro, peut-être les mêmes compétences,
mais qui a peut-être moins de choses pour le prouver. Du coup, finalement, je me mets à la place des clients potentiels. Clairement, je vois, tiens, tel développeur, tel freelance, il a une chaîne YouTube sur tel sujet avec 100 000 followers. Clairement, en termes de crédibilité et de confiance, d'un seul coup, tu gagnes beaucoup de points. Donc, je pense que on peut clairement avoir une stratégie multiple avec un compte sur chacune de ces plateformes, qui peut aussi mettre un lien vers tes différentes présences sur Twitter, Instagram, YouTube, peu importe ce que tu utilises pour trouver pour créer du contenu. Ouais, tout à fait. Ok, super. C'est bien parce que c'est là en fait on vient de couvrir un petit peu toutes les questions que je voulais te poser par rapport à comment se démarquer un petit peu des autres et notamment la stratégie de création de contenu que tu as utilisée. Est-ce que pour toi, alors c'est une question qui est peut-être un petit peu liée ou qui peut-être n'a rien à voir en fonction de la réponse que tu vas me donner. Est-ce que pour toi, en tant que freelance, donc quelqu'un qui a, on prend le cas classique, qui est sorti d'une école, on va dire normale, qui a son premier job dans l'IT en tant que développeur par exemple, est-ce que pour toi, ce type de profil-là qui veut se lancer en freelance doit plutôt se spécialiser ou plutôt rester généraliste? Alors, la question, elle est volontairement assez vague, parce que se spécialiser, ça veut tout et rien dire, et rester généraliste, ça veut aussi tout et rien dire. Mais voilà, pour toi, quelle stratégie, quelle direction tu adopterais entre te spécialiser ou rester généraliste? D'accord. Moi, on m'a souvent donné le conseil d'être un peu donc en forme de T, avec une base généraliste assez solide, mais enfin T ou en forme de pi, avec plusieurs spécialistes, avec plusieurs expertises. Sauf qu'en fait, dans mon cas, j'ai jamais vraiment pu le mettre en pratique parce que j'ai eu différentes opportunités qui sont arrivées, qui m'ont chaque fois emmené vers d'autres technologies. Donc, j'ai jamais vraiment pu devenir expert sur un sujet. Donc, finalement, dans mon cas, le côté généraliste m'a vraiment servi. Je pense que si je devais faire une stratégie de zéro et que je me lançais demain, je pense que je me spécialiserais en me disant je vais choisir une techno, développeur iOS ou Python avec du machine learning et y aller à fond et trouver un moyen de me vendre un peu comme expert et avec éventuellement créer du contenu, un blog ou autre. Par contre, dans mon cas, j'ai toujours cherché un peu à me spécialiser. J'ai jamais vraiment eu l'occasion parce que à chaque fois on m'a proposé une nouvelle mission avec un tarif bien supérieur sur des technos que je maîtrisais pas forcément. Et ça arrivait finalement, ça arrivait quasiment à chaque fois. Donc, dans mon cas, en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que ma présence sur Twitter, notamment, en fait, je parlais de développement de manière un peu générale. Et je pense que j'ai attiré des clients qui m'ont pris pas forcément pour une expertise sur une techno-donnée, mais plus sur ma réflexion globale sur l'ingénierie logicielle. Donc, finalement, mon côté généraliste m'a servi dans ce sens-là. Après, dans mon cas, je pense que c'était purement au gré du hasard et des opportunités. C'est qu'en fait, alors grosso modo en termes de technologie, chez Esker, je faisais avant tout du JavaScript, mais vraiment du JavaScript vanilla, sans forcément de framework ou autre. En fait, Esker a son propre framework, du coup développé en JavaScript, et donc je travaillais sur ce framework en JavaScript. Mais j'avais fait un peu de C# aussi chez Esker. Ensuite, Aden a vu que j'ai fait du JavaScript et du C#, ils se sont dit tiens, nous notre stack c'est .NET, C# et Angular. Du coup, tu peux bosser là-dessus. Donc je suis arrivé. Après, je me suis mis un peu à fond sur Angular pendant que j'étais chez eux parce que je voulais maîtriser la technologie. Et du coup, SquadRacer EDF, eux, ils avaient une stack Angular et Ruby on Rails. Et donc ils se sont dit tiens, il fait du Angular, on va le prendre pour ça. Et donc j'ai appris le Ruby chez eux, mais vraiment de passage, on va dire. Et Shopify, du coup, derrière, s'est dit, tiens, il fait du Ruby. Et du coup, on le prend pour du Ruby. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai voulu me créer un peu une expertise, derrière, elle m'a pas forcément servi sur le long terme, mais par contre, elle m'a servi pour la prochaine opportunité. Donc j'aurais du mal à extrapoler de ça des conseils généraux pour tout le monde. Je pense que c'est quand même, en tant que freelance, je pense que c'est bien d'avoir une expertise quand même. Parce qu'un client, en général, un client cherche quand même une compétence assez précise. Donc, je pense que plus elle est précise, et c'est même pas forcément qu'une technologie, ça peut être par exemple, je suis un expert en React Native pour des startups qui veulent optimiser leur phase de croissance de temps à temps. Et du coup, il y a à la fois le côté technologie et le côté business métier qui peut parler à pas mal de boîtes qui veulent justement l'expert sur tel sujet. Donc voilà, je pense que le conseil que je donne n'est pas forcément ce que moi j'ai fait parce que par un concours de circonstances, j'en ai pas eu besoin. Mais à refaire, je pense que je viserais à être plus un spécialiste.
Ouais, et c'est super intéressant le dernier conseil, enfin le dernier exemple que tu viens de prendre, expert React.js spécialisé dans Ouais, les phases de croissance des startups. En fait, c'est hyper intéressant parce que ta conclusion, au final, c'est si je devais recommencer, je me spécialiserais et ouais, je deviendrais un expert dans tel domaine. Et on a l'impression, si on reste en surface de cette réponse, que il faut, dans cette stratégie de connaissances en T, donc un socle assez généraliste et ouais, un des domaines que tu approfondis au maximum, on a Mhm. l'impression justement que c'est cette acquisition de connaissances en T, c'est-à-dire tu dois approfondir un maximum une connaissance, mais Ouais, se spécialiser, ça veut pas toujours dire ça, parce que là, dans ton exemple, et c'est hyper bien de mettre l'accent là-dessus, ça veut Mhm. aussi dire être bon en React.js ou peu importe n'importe quel Ouais, autre outil, certes, mais aussi acquérir une certaine, j'allais dire expertise, mais c'est pas forcément une expertise, c'est un certain socle de connaissances assez solide, pas ouais, forcément aller jusqu'à expert, dans un autre domaine qui est par exemple la phase de croissance des startups. Et ces deux, ouais, en fait, au final, c'est un petit peu comme on va dire une croissance en pi ou en U, où tu as un socle de connaissances, et plutôt qu'avoir une oui, barre qui se oui, démarque, tu en as deux ou trois. ouais, C'est hyper intéressant parce que ça montre aussi que c'est assez facile de se spécialiser et t'as pas besoin de faire 10 ans de développement iOS ou de développement web, mais tu peux ouais, aller chercher une autre compétence que tu viens croiser avec celle que tu as déjà. Et même Mhm. si t'es pas expert depuis plus de 10 ans dans ces deux domaines, bah, le fait de les croiser, ça peut te C'est ça. spécialiser aussi, quoi. Il faut juste assurer, bien sûr, hein, qu'il y a un marché pour ce croisement de compétences. Mais donc, après, il y a Ouais. aussi une partie un peu étude de marché et qui n'est pas forcément évidente. Donc, trouver un peu sa niche. Mais pas mal de personnes peuvent aussi se lancer en se disant, ben, j'ai une mission dans tel domaine qui finalement me force à acquérir une compétence dans tel métier, tel domaine métier, avec tel techno. Et en fait, si elle a besoin pour une boîte, ça se trouve, il y a d'autres boîtes dans le même secteur qui ont des besoins similaires. Et partir de là. Donc, c'est pas forcément une compétence que tu dois deviner au sortir du chapeau. C'est peut être quelque Mm. chose qui est basé sur ton expérience passée, de salariat ou une passion. Donc, par exemple, quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est audio et musique, il peut se dire, bah, tiens, je développe une compétence très forte sur l'ingénierie liée à tout ce qui est son, codec, audio, etc. Voilà, on peut croiser aussi avec des passions, des hobbies. Donc, ouais, Et ce qui permet aussi de se créer un petit peu, enfin moi j'aime bien expliquer ça comme ça, de se créer un petit peu un métier sur mesure. Et pour moi, on dit c'est ça. souvent que quand on est à l'école, quand on est gamin, que la passion ça doit rester une passion, et après il faut se trouver un métier qui va nous rapporter de Mm, l'argent. Mais au ouais, final, on peut aussi se créer son métier sur mesure et lier des compétences, on va dire, qui rapportent de l'argent, souvent des compétences un petit peu plus techniques ou intellectuelles, à ouais. une passion. Et ça permet de créer un petit peu son métier sur mesure, quoi. C'est ça. Après, c'est pas forcément Trop bien. évident et les domaines passion, c'est Ouais. pas forcément les domaines les plus rémunérateurs. Donc, par exemple, là, chez Shopify, je travaille dans Shopify Payments, qui est la partie, vraiment, qui traite tous les paiements, chez Shopify. Donc, je suis en train de développer une expertise dans tout ce qui est, flux financier, intégration avec, Mhm. Stripe, PayPal et tout ça. Et en fait, c'est une vraie compétence métier. C'est pas, enfin, j'ai pas de passion pour le paiement. Par contre, c'est vrai que là, si je reste un petit moment dans cette équipe, j'aurai une vraie compétence dans tout ce qui est fintech que je peux derrière revendre. Enfin, si jamais je quitte Mhm. Shopify dans 2-3 ans, je peux, au lieu de juste chercher un poste en tant que dev de manière généraliste, je peux viser des boîtes dans la fintech et justement, faire valoir mon expérience dans le paiement pour aussi avoir un meilleur salaire, plus d'opportunités. Donc, et puis je pense qu'il y a aussi un côté où parfois devenir bon dans un domaine peut aussi créer une sorte de passion juste par l'expertise. Parfois, on se dit Ouais. ouais, faut que je trouve, faut que je connaisse mes passions et qu'ensuite j'investis mes passions à fond pour en faire de l'argent. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire j'investis un domaine à fond qui m'intéresse pas forcément de base. Ça peut même être la comptabilité. Hein, et une fois qu'on maîtrise vraiment le sujet, ça peut devenir passionnant parce que du coup, on est pertinent, on crée de la valeur, on a un réseau, on a une voix et on peut trouver un vrai intérêt là-dedans sans forcément que ce soit une passion hobby à la base. Donc je pense qu'il y a Mhm. les deux philosophies qui sont possibles. Ouais, carrément. Trop Ouais. bien. Écoute, c'est une super belle conclusion, je trouve, pour cet épisode de podcast. Merci beaucoup en tout cas à toi, Samuel. Non, avec C'était plaisir. hyper intéressant d'échanger avec toi. Et peut-être à bientôt hein, pour un nouvel épisode.
Ouais, bah écoute, et puis j'ai vu un peu tes vidéos avant de rejoindre du coup l'appel, et franchement, bah, t'as une belle chaîne, et donc franchement, bah, bravo pour ce que tu fais, et bonne continuation pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra le plus vite possible. Et encore une fois, si vous voulez vous lancer en freelance, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de talent.io qui est dans la description, comme ça ils pourront vous aider à trouver vos premières missions et à vous accompagner. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.